Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Kotlin. Alors aujourd'hui on va s'intéresser dans un premier temps à la gestion des exceptions et après on verra les méthodes let, with et run. Alors on va commencer tout de suite avec les exceptions. Alors pour ceci on va faire... Alors je vais créer une nouvelle variable qui va être égale à readline. Alors readline c'est comme le scanner dans Java. Ça permet de récupérer une entrée de la console. Donc voilà. Alors là, en fait, je vais faire un petit calculateur tout simple. Donc là, je vais vouloir récupérer l'entrée qui sera un int et je vais imprimer le résultat de cet int multiplié par 10. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Donc on peut le faire directement. On va faire println de a to int a. Alors déjà là on voit que ça coince, on n'a pas accès à to int. Donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce que a peut être nul. Donc lui il aura du mal à convertir un nul en int. Donc il va falloir préciser que on veut absolument que a ne soit pas nul. Donc pour ceci, on a le double point d'exclamation. Et maintenant, si je fais un point derrière, que je fais to, et on voit que j'ai to int. Donc ici, il va appliquer cette méthode uniquement si a n'est pas nul. Donc on avait dit qu'on le multiplierait par 10. Alors, je vais lancer mon code. Là, il faut le temps que tout démarre. Voilà, donc pour l'instant il n'affiche rien, c'est normal. Il faut que j'aille rentrer un chiffre. Donc voilà, mettons 12. Ouais. Donc jusqu'ici tout va bien. Hein, on a respecté, il n'y a pas de problème. Maintenant si je mets un caractère à la place. Donc voilà. Il me plante carrément le programme et il me fait une erreur. D'ailleurs, on va mettre ici un petit println qui va s'appeler fin de programme. Voilà. Donc si je relance, voilà, si je mets un Y, on voit bien que fin de programme ne s'affiche pas. Donc il a planté le programme, il ne veut pas aller plus loin. Donc ici, comme en Java, on va utiliser un bloc try-catch. Alors ici, on va faire try, donc qui va lui demander d'essayer de faire ceci. Et ce bloc s'accompagne automatiquement d'un bloc catch. Donc ici, on va récupérer une variable que je vais appeler E, parce que c'est en général comme ça qu'on l'appelle, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est une variable. Donc on va mettre exception pour le titre, pour le type E, décidément, voilà. Et ici, on va juste faire un println de... alors pour qu'on voit bien que j'ai récupéré l'exception, on va faire juste, on s'en fout, une petite flèche. Voilà. Alors, on peut aussi l'accompagner, alors ce n'est pas obligé, d'un bloc finally qui lui exécutera du code à la fin. Donc ici, on va refaire un println et on va juste mettre finally. Ok, on est parti, on y va. Donc ici, maintenant, si je tape 12, hop, donc on voit qu'il me renvoie 120. Il a réussi à faire ce que je lui ai demandé. Ensuite,
à la fin du traitement, à la fin du try catch, il m'envoie finally, comme je lui ai demandé, et le programme continue. Et donc on va jusqu'à la fin du programme. Donc maintenant, si je relance et que ce coup-ci je mets peu importe, voilà. Donc en fait, on voit que il n'a pas pu exécuter ce que je lui ai demandé, puisque A ne peut pas être converti en int. Alors ça aurait été exactement pareil si A était nul, hein. Si j'avais simplement tapé entrée sans rien mettre dedans, on aurait eu une erreur aussi. Mais l'erreur ici serait différente. Donc on voit qu'il nous envoie finally. Donc on peut s'apercevoir ici que finally, quel que soit l'issue du bloc try catch, finally est automatiquement appelé. Et on voit surtout que le programme ne plante plus, il continue. Donc il envoie une erreur, il envoie finally à la fin, et il continue comme ça tout le long du programme. Donc pour vous montrer, voilà, donc ici on va, voilà, donc si je mets un blanc, lui il ne le considère même pas comme un nul, il le considère comme une chaîne vide. Comme un blanc, ce qui n'est encore pas pareil qu'un nul. C'est juste une chaîne, c'est une chaîne mais vide. Donc voilà à quoi sert le bloc try catch. Ça sert à, alors on l'utilise très souvent, et ça sert à justement gérer ces erreurs là. Donc on peut tenter de faire quelque chose, et si ça ne fonctionne pas, ben ça n'arrête pas le programme pour autant. Le programme va continuer. Alors on a la gestion des erreurs par le catch qui est obligatoire. D'ailleurs, on parle souvent de bloc try catch. Ce n'est pas pour rien, c'est pas try tout court. Try ne s'écrit pas sans catch. Donc on n'essaie pas sans gérer les erreurs. Par contre, finally est optionnel. On peut très bien s'en passer. Donc il faut savoir que cette expression finally existe et que, quelle que soit l'issue, le code qui est à l'intérieur sera exécuté. Maintenant, tout dépend vraiment des usages, puisque de toute façon, on aurait mis println finally ici, il aurait été automatiquement exécuté, puisque de toute façon, le bloc try catch permet de continuer le programme, même si toutefois il y a une erreur dans le bloc try. Donc voilà, donc ici j'ai récupéré l'exception, mais on n'est pas obligé d'en faire quelque chose. On peut très bien ici dans le bloc catch faire un autre traitement, dire par exemple, ici c'est un petit peu comme un if else en fait, c'est si au lieu d'avoir un if avec une expression, c'est si ce bloc là peut être exécuté, eh bien on le fait, et le catch remplace un petit peu le else, sinon donc on peut récupérer une exception, après on n'est pas obligé d'en faire quelque chose. On pourrait très bien exécuter un autre bloc de code. On pourrait très bien mettre un println qui dirait ceci n'est pas une valeur acceptable ou je ne sais quoi. Et même on pourrait faire une boucle et reprendre une boucle while par exemple, et puis ici faire un break après l'opération, et par contre ici faire un continue pour relancer la boucle jusqu'à qu'on ait entrer une valeur correcte. Donc voilà pour le bloc try catch. Donc maintenant voyons un autre système d'exception. Donc ici on va toujours demander une entrée au clavier. Donc admettons que A soit un identifiant qu'on veuille rentrer, et que cet identifiant il doit commencer soit par X, soit par Y. Donc on va faire if A, alors il faut qu'il soit non nul automatiquement. Starts with X.
on va faire la même chose avec Y. A qui doit être non nul et qui doit commencer par ce coup-ci Y. On va mettre ID correct. Et sinon, on va faire un print line ID error. Je vais laisser ma fin de programme quand même. Allons-y. Alors ici, je vais X 123. ID correct, fin de programme. Je relance. Je vais commencer par T. ID error, fin de programme. Bon. Là, tout va bien. Ça fonctionne comme on l'a décrit. Maintenant, nous, on aimerait, à l'inverse de tout à l'heure, que le programme ne continue pas, qu'en fait, le programme s'arrête, que ce soit considéré comme une erreur. Ben, ici, il n'y a pas d'erreur proprement dite sur le fonctionnement. Ici, nous, on estime que ça, c'est correct et ça, c'est incorrect. Mais il n'y a pas d'erreur dans le fonctionnement. Donc, si on veut générer une erreur, on peut le faire avec ce mot-clé. Donc ici, on va lui demander de lever une exception. Voilà. Et cette exception, on va mettre... on va remplacer le print line par ceci. Voilà. Et je vais enlever mon print line ici. Donc maintenant... Voilà. Si je fais quelque chose de autorisé, ça se passe bien. Et si je fais quelque chose de non autorisé comme tout à l'heure, voilà. On voit, il m'a levé une exception. Donc en fait, c'est moi-même qui lui ai dit, ben écoute, ce comportement, donc ce comportement-là, enfin plutôt tout ce qui n'est pas ce comportement-là, va générer une erreur. Donc considère-le comme une erreur de fonctionnement. Et là, on voit bien que de toute façon, il a balancé l'erreur et il a arrêté le programme. Il n'a pas été plus loin. On voit qu'ici, fin de programme ne s'est jamais affiché. Contrairement à tout à l'heure, on avait juste un print line et où, quel que soit le résultat, une des deux fonctions était appelée et après, hop, on continuait le programme comme si de rien n'était. Donc on peut voilà, créer nos propres erreurs grâce à ça. Et du coup, considérer ça comme si c'était une erreur de fonctionnement. Comme par exemple une null exception dans Java ou toute autre erreur de fonctionnement. Donc voilà pour les exceptions. Alors maintenant on va passer à autre chose, mais finalement qui n'est pas si loin des exceptions. Alors on va s'intéresser à trois méthodes, la méthode let, la méthode with et la méthode run. Donc maintenant on va enlever tout ça. Voilà, donc ici on va faire une string qui peut être nulle et justement on va lui donner la valeur de nul. Alors maintenant je vais faire un print line de A et c'est parti. Voilà, bon ben j'ai nul. Maintenant je voudrais imprimer A seulement s'il n'est pas nul. Alors par contre je vais remettre ici un print line fin de code, voilà. Donc on voit bien ici, hop, pas de problème. Donc maintenant je voudrais juste l'imprimer s'il est non nul. Donc je pourrais faire un if else pour voir s'il est nul. Je pourrais faire aussi utiliser l'opérateur Elvis
Pour imprimer A, eh bien, comme ceci par exemple. Non, voilà. A ou valeur nulle, par exemple. Donc ici, hop. Voilà, il m'afficherait valeur nulle. Donc ça marche très bien. Sinon, j'ai une autre solution qui consiste à utiliser la méthode let. Alors, voilà. Donc on va utiliser let, on va faire println et comme avec les méthodes filter, map et compagnie, ici on va lui passer it. Donc it représentera ici A. Il va représenter la valeur de la variable sur laquelle est appliquée la méthode let. Oui. Donc, par contre, il faut que je précise qu'il est nullable. Voilà. Ici, ce code-là n'a pas été exécuté parce que A est nul. Donc en fait, ici, on va dire que A est nullable. Donc on va lui prévenir que A est nullable. Et la méthode let ne va s'activer, en fait, que si A n'est pas nul. Donc ici, si je mets par exemple test, et bien là on voit que le bloc contenu dans la méthode let va s'exécuter. Alors on pourrait avoir des gros blocs de code. Hein. Là j'ai juste mis un println. Maintenant on peut avoir tout un bloc là-dedans entre crochets, hein, comme dans n'importe quelle méthode. Donc voilà, en fait la méthode let, elle va se déclencher uniquement si la variable sur laquelle elle est appliquée n'est pas nulle. Donc là j'ai remis à nul, hop. On voit que ça ne s'exécute pas, mais on voit que le code continue quand même. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Simplement, lui, c'est nul, alors hop, il le bypass en fait. Donc maintenant, on va s'intéresser à la fonction with. Alors, la fonction with, pour le coup, ça, ce n'est pas une méthode, c'est une fonction. Alors, on va faire with. Alors, on voit qu'il faut un receiver. Donc en fait, ça va être le contexte. Alors, on va voir ça tout de suite. With A. Donc A ne peut pas être nul. With ne peut pas être utilisé avec une variable nulle. Elle doit avoir automatiquement une valeur. Donc ici, on va faire test. Voilà. Donc alors, à quoi nous sert with? Donc with ici va passer à ce bloc de code la variable A en tant que contexte. C'est-à-dire que maintenant, à l'intérieur de ce bloc de code, si je veux, par exemple, déterminer la taille de ma chaîne de caractères, donc je pourrais utiliser a.length. Voilà. Et donc là, j'ai la longueur de ma chaîne de caractères. Maintenant, comme je suis dans un bloc with qui a comme contexte ma variable a, eh bien, je peux tout simplement, voilà, laisser length. Donc en fait, c'est tout bête. Par exemple, si je voulais faire aussi if, un bloc if a.isNotBlank, donc en fait, qui va déterminer si la chaîne est une chaîne vide ou si elle est composée de caractères. Et puis là, on va faire tout simplement un println de NotBlank. Donc là, exactement pareil, je peux tout simplement, voilà, enlever A point, juste laisser la méthode, et cette méthode, comme elle est dans un bloc with qui a pour contexte A, elle sera automatiquement assignée à A. Voilà. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il m'a mis la longueur, qui est 4. Il m'a mis une note blanche parce que ce n'est pas une chaîne blanche.
Et il a continué en me mettant mon printline de fin de code. Donc en fait, Wiz sert juste à ça. On va lui passer une variable qui va servir de contexte. Et à chaque fois qu'on va appeler une méthode, il considérera que c'est une méthode de cette variable. Donc ici, la méthode length associée à A et la méthode isNotBlank associée à A. Donc maintenant, on va passer à la dernière, qui elle, ce coup-ci, est une méthode. C'est la méthode run. Alors, la méthode run, eh bien justement, elle va pallier ici à quelque chose que Wiz ne fait pas. Donc la méthode run, en fait, c'est un mélange de la méthode let qu'on a vue. La méthode let qui, je le rappelle, va être associée à une variable et donc va lancer un bloc de code uniquement si cette variable est non nulle. Et donc en fait, ici, Wiz doit être absolument non nul. S'il est nul, ça va me faire une erreur. Donc maintenant, si j'utilise la méthode run à la place de ceci, je fais juste A. Alors bien lui dire que A est possiblement nul. Et je vais faire run. Voilà. Donc on voit ici que je n'ai plus d'erreur et j'ai juste changé ceci. Donc en fait, run est vraiment un mélange des deux. Donc on va pouvoir utiliser le contexte de cette variable, comme tout à l'heure dans Wiz. Donc ici, pas besoin de mettre a.length, on met juste length. Ce sera automatiquement des méthodes associées à cette variable. Et par contre, alors, maintenant, je peux utiliser une variable nullable. Et si je lance mon code avec une variable nulle, eh bien on voit qu'il m'affiche fin de code. Donc en fait, on voit qu'il a zappé ce bloc de code. Il l'a carrément bypassé, comme let le ferait. Mais par contre, il n'a pas arrêté il m'a pas levé une exception, il continue le programme. Simplement, si A est nul, ben ce bloc-là n'existe pas. Il est considéré comme s'il n'avait jamais été tapé, comme si le code c'était juste ces deux lignes-là. Donc voilà, ces trois comportements qui sont tout simples. Alors c'est vrai, c'est pas ce qu'on utilise le plus régulièrement, mais par contre, il est bon de les connaître. Ne serait-ce que pour si vous analysez un code qui vient, je sais pas, qui vient de GitHub ou un code qu'on vous a passé ou quoi que ce soit, que vous allez trouver sur Internet. Il est bon de savoir à quoi correspondent ces trois méthodes, et il est bon de savoir comment ces trois-là fonctionnent pour ne serait-ce que comprendre un code qu'on aurait vu ailleurs. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne les exceptions et ces trois méthodes. Donc moi je vous laisse là-dessus, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto, qui sera, je pense, sans grande surprise, un tuto sur Kotlin. Donc je vous dis à bientôt. Salut!